L'armée loyale au président Salva Kiir au Soudan du Sud a commencé lundi son retrait de Djouba comme prévu par l'accord de paix signé fin août. L'Alliance ABT a tenu une conférence de presse ce lundi au Bénin au sujet de la décision de la HAC portant réglementation de la pré-campagne électorale sur les médias. Enfin, au Mali, Thomas Boniaï, le président du Bénin, est venu présenter ses condoléances à Bamako 3 jours après l'attaque de l'hôtel du Radisson Blu. Nouvelle session de l'information sur Sika, mesdames, messieurs, bonjour. Démarrons par le Soudan du Sud. L'armée loyale au président Salva Kiir a annoncé avoir commencé ce lundi son retrait de Djouba. Et ce, à quelques jours de la date limite prévue par l'accord de paix signé fin août avec la rébellion menée par l'ancien vice-président Riek Machar. Un accord de paix pour mettre fin à 2 ans de guerre civile au Soudan du Sud. Reportage. L'accord de paix signé le 26 août par le président Kiir, soit 9 jours après Riek Machar, prévoit notamment un retrait de toute force militaire dans un rayon de 25 km autour de Djouba sous 90 jours, soit d'ici les jours qui viennent. Le retard pris rend quasiment impossible l'achèvement du redéploiement dans les délais prévus par le test. Aujourd'hui, au quartier général de la SPLA, particulièrement parmi les forces terrestres sous le contrôle du général Samson Mabior, nous avons commencé à redéployer près de 250 unités, soit 2 régiments, vers les zones de Magari. Le reste du redéploiement aura lieu lorsque nous aurons des abris, de l'eau et des conditions d'habitation de base dans le reste des zones autour de Djouba. L'accord prévoit aussi l'ouverture, également sous 90 jours, d'une période transitoire de 30 mois, régie par des dispositions de partage du pouvoir entre le camp de Kiir, qui reste président, et la rébellion, Machar devant, selon toute probabilité, redevenir vice-président. Des élections sont prévues à l'issue de cette période de transition, théoriquement début 2018. Mais la rébellion n'a jusqu'ici envoyé aucune délégation à Djouba, retardant la mise en œuvre du volet politique. We are serious after all of this and we are now on implementation of the security arrangement. Nous prenons cela très au sérieux et nous sommes en train d'implémenter l'accord de sécurité. Cet accord demande à la SPLA d'assurer la sécurité des villes majeures, en l'occurrence la ville de Djouba, la ville de Bor, Malakal et Bentiu. The city of Djouba, city of Bor, Malakal and Bentiu. Le Soudan du Sud, plus jeune nation du monde, a fait sécession du Soudan et réclamé son indépendance en juillet 2011 sur les décombres de plusieurs décennies de conflits avec Khartoum. Au Bénin, l'Alliance ABT a tenu une conférence de presse ce lundi au sujet de la décision de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC portant réglementation de la pré-campagne électorale sur les médias. Une décision valable du 18 novembre jusqu'à la veille de l'ouverture de la campagne électorale proprement dite. Le point avec Candice Deboué et Kevin Achawi. Cette sortie médiatique de l'Alliance ABT est relative à la dernière décision de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC qui interdit jusqu'à l'ouverture officielle de la campagne électorale béninoise par la Commission électorale nationale autonome Sénat, la diffusion dans les médias, à savoir la presse, la radio et la télévision, de la quasi-totalité des activités politiques émanant des potentiels candidats au scrutin présidentiel du 28 février 2016. Pour Abdoulaye Biotane, le leader de Tabati Taba, cette décision appelle à des observations qu'il a jugées opportun de partager avec l'opinion publique. La liste des activités interdites de diffusion dans les médias par la HAC est très large et prend en compte presque tous les canaux par lesquels les hommes politiques, les potentiels candidats au scrutin présidentiel peuvent informer les populations, exposer leur vision du développement ou présenter leur projet de société. Dans sa pratique, cette décision de la HAC s'assimile à une politique de 2 poids, 2 mesures. Elle restreint l'accès à tous les médias aux potentiels candidats qui n'occupent pas de poste de responsabilité politique ou administrative. Des gens comme moi, quoi.
Pendant ce temps, ceux qui occupent des postes ministériels, parlementaires et les cadres de l'administration publique peuvent se cacher derrière leurs fonctions officielles pour voir leurs activités politiques faire l'objet de médiatisation. Abdoulaye Biotchane s'est également penché sur la perte financière que représente cette décision pour les organes de presse béninoises. Cette décision de la HAC, je ne la comprends pas économiquement. Parce que cette décision de la HAC est un coup dur porté aux finances des organes de presse. Parce que c'est justement pendant cette période que certains organes de presse peuvent se faire suffisamment de ressources pour le fonctionnement futur de leurs organes de presse. Alors que l'aide publique de l'État à la presse est déjà insuffisante, la HAC veut leur retirer d'autres moyens d'existence. Notons que cette décision de la HAC est valable du 18 novembre jusqu'à la veille de l'ouverture de la campagne électorale proprement dite. Restons au Bénin où la commune de Comin, à l'instar de beaucoup d'autres, a exprimé son soutien à la candidature de l'opérateur économique Sébastien Germain à Javon. C'était ce week-end à la faveur d'un géant meeting organisé par les forces coalisées de la région. Reportage. Estimé à environ 5000, ces hommes et femmes, militants des forces politiques de Comin, se sont donné rendez-vous ce week-end sur le terrain de football de la localité. Les artistes, mais également les banderoles, étaient mis à contribution pour amener un seul homme à répondre aux souhaits de son peuple. Les aspirations du peuple face à la misère, le chômage, bref, la paupérisation ambiante. Face à cette triste réalité, et vu les efforts librement consentis par M. Sébastien Germain à Javon, au profit des populations béninoises en général, et de la jeunesse en particulier dans plusieurs domaines, nous, jeunes de la commune de Comin, demandons à cet homme d'action de se porter candidat aux élections présidentielles de février 2016. Nous vous supplions d'accepter le cri de cœur d'un peuple en détresse. Les femmes de Comin, par ma voix, vous invitent à vous engager résolument pour les élections présidentielles de 2016. Sébastien, écoute l'appel de tes frères désemparés. Si Ajavon n'est pas un messie, il constitue pour autant une panacée face à la situation actuelle, dira l'organisateur du présent meeting. Ajavon Sébastien Germain, c'est le contraire de tout pour soi et rien pour les autres. Suivez vos regards. De lui viendrait le souffle nouveau que nous recherchons. Le souffle de l'unité, de l'union, le leadership éclairé, la concertation de toutes les filles et de tous les fils de ce pays, auquel ne résiste aucun défi de développement. Pour le représentant de Sébastien à Javon à ce rendez-vous politique, l'opérateur économique a les atouts pour faire face aux enjeux d'un Bénin prospère. Que si le premier président des États-Unis d'Amérique a considéré l'Amérique comme une entreprise, Sébastien à Javon vous dit que le Bénin n'est qu'une petite entreprise et qui va la gérer, bien la gérer. Le rendez-vous de Comin, aussi bien dans tout le pays, constitue des tremplins pour ces populations béninoises décidées à changer l'avenir du pays à travers cet opérateur économique, Sébastien à Javon. Au Mali, 3 jours après l'attaque de l'hôtel du Radisson Blu, Thomas Boniaï, le président du Bénin, est venu présenter ses condoléances à Bamako et a visité l'hôtel en compagnie d'Ibrahim Boubacar Keïta, le président malien. Le président du Bénin a demandé à cette occasion une conférence internationale sur le terrorisme. Suivons un extrait de ses propos. Cet attentat odieux, nous le condamnons. Quel qu'il soit, quelles que soient les raisons, c'est injustifiable. Ceux qui sont venus orchestrer cet attentat ont cet objectif de chasser les investissements directs étrangers et d'annuler, tenter d'annuler, croire pouvoir annuler les efforts du président du peuple malien, de notre sous-région. J'ai personnellement saisi le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, pour convoquer une conférence internationale sur le terrorisme et la paix dans le monde.
Au Kenya, des athlètes ont pénétré ce lundi à Nairobi dans les bureaux de la Fédération d'athlétisme. Ils avaient pour but de demander le licenciement des officiels accusés de corruption et un examen approfondi des allégations de dopage. Les détails. Dès l'aube, les athlètes sont arrivés dans les bureaux de la Fédération kenyane à Nairobi, pancarte en main et slogan en bouche. À la base, une histoire de dopage et de corruption dans le monde sportif. Le journal britannique Sunday Times a fait part la semaine dernière d'un article qui révélait que le vice-président de la fédération, David Okeyo, faisait partie des 3 Kenyans accusés d'avoir prélevé et d'avoir détourné 650 000 € d'un contrat de partenariat entre la fédération kenyane et Nike. Nos athlètes ont été humiliés, persécutés et pire encore, des entraîneurs étrangers qui viennent ici profiter d'eux parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas assez courageux, leur ont menti. Il est désormais temps pour nous de nous faire entendre dans ce pays. La corruption a été active dans cette fédération et il est temps pour eux de non seulement quitter leurs fonctions, mais aussi d'être bannis. Nous pensons et nous savons que certains de nos athlètes se sont fait prendre en délit de dopage et il y a apparemment une liste d'environ 138 athlètes qui n'a pas été publiée. Nous demandons que ces noms soient révélés afin que les menaces de la fédération cessent. Nos athlètes s'entraînent très dur et si nous appelons un chat, nous nous assurerons que ce problème puisse être éliminé et oublié. Le Kenya est également ébranlé par une série de scandales de dopage. Depuis 2012, une trentaine d'athlètes kenyans ont été suspendus et 5 autres ont été bannis après avoir été contrôlés positifs. Toujours au Kenya, à quelques heures de la visite du pape, la mobilisation devient de plus en plus forte. L'avènement du souverain pontife se révèle fédérateur. Même la presse y accorde une attention toute particulière. Images et sons. Le pape de l'espoir pour guérir l'Afrique de l'Est des maux dont elle souffre. Les titres comme celui-ci et bien d'autres encensant le pape, on en découvre presque au quotidien depuis quelques jours à la une des journaux kenyans. Le temps de la visite papale, on n'a Dieu que pour le souverain pontife. We are excited. Nous sommes très excités. La dernière fois que c'est arrivé, c'était en 1995 quand le pape Jean-Paul II est venu au Kenya. 20 ans plus tard, le pape François a choisi le Kenya pour sa première visite dans un pays africain depuis qu'il est devenu pape. Nous avons le sentiment qu'il est là pour nous, que nous devons profiter de ce moment et que nous devons l'offrir le mieux possible au Kenya. And we must bring it to Kenyans in the best way possible. Du point de vue sécuritaire, on ne lésine non plus sur les moyens. Des dispositifs de sécurité ont été mis en place. Dès son arrivée et sur toutes les routes qu'il empruntera, les lieux, les résidences, et nous avons ainsi fait des démarches pour assurer la sécurité des visiteurs qui viendront le voir ici. Tout est prêt. La visite papale au Kenya prendra fin vendredi par une célébration eucharistique où sont attendues plus de 300 personnes. 50. Ce sera donc tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable journée à chacun et à tous.